Je cherche la maison d'André Guité. On m'a dit en bas sur la route de Verny qu'il fallait prendre à gauche après la croix. Et puis monter jusqu'aux premières maisons. Moi, je connaissais Neuville-Alais, mais je n'étais jamais venue jusqu'ici. Je connaissais le nom seulement. Montaurin. Est-ce que vous êtes André Guité? Si ce n'est pas vous, peut-être pouvez-vous au moins me dire laquelle de ces maisons est la sienne? Il faut que je parle avec lui. C'est au sujet de sa retraite. Je travaille à la sécurité sociale. Mon service a envoyé à M. Guité plusieurs courriers, mais ils sont tous restés sans réponse. C'est la caisse de retraite qui nous a avertis. Ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois déjà. S'il lui était arrivé quelque chose, la mairie nous aurait prévenus et alors mon service aurait fait le nécessaire, mais ils ne savent rien non plus. Au téléphone, la secrétaire m'a dit que je n'avais qu'à venir moi-même, qu'il n'y avait que quelques maisons ici et que la plupart étaient à l'abandon. Alors s'il était encore là, je trouverais facilement. En fait, c'est juste un problème administratif. À sa sortie de l'hôpital, M. Guité aurait dû remplir des papiers pour être de nouveau pris en charge par sa caisse de retraite. Cela aurait dû être fait là-bas, mais personne ne s'en est occupé. Aujourd'hui, comme il n'est plus inscrit nulle part, il ne peut donc plus toucher ses indemnités. Pourquoi vous ne répondez pas? Votre porte et votre fenêtre sont ouvertes. Je devine même votre visage dans le reflet de la vitre. Si vous n'êtes pas André Guité, dites-moi seulement où je peux le trouver et je vous laisserai tranquille. Sur les registres, les gens naissent, se marient ou bien meurent. Mais si André Guité a décidé de disparaître, personne n'a rien à dire à ça. Voilà ce qu'ils m'ont dit à la mairie. Personne. Sauf l'administration. Parce qu'on dit la nature a horreur du vide. Mais vous savez, l'administration est bien pire que la nature. Pour l'administration, il faut que quelqu'un soit dans une case définie, pré-remplie, comme on dit aujourd'hui. Sinon, la personne n'existe pas. Il n'y a pas besoin d'être vivant pour cela. On peut très bien être mort et exister tout pareil. Là n'est plus la question. Dans le monde de l'administration, les morts sont beaucoup plus nombreux que les vivants. Mais au moins ceux-là, nous savons où ils sont. Et disparus, au contraire, ils restent comme un poids. Une petite tache sombre dans le coin de l'œil. Ils ne nous empêchent pas de vivre, mais tout de même un peu. Ils sont comme un dérangement. Chez moi, je suis seule. Aussi. Alors, j'ai pris l'habitude de parler, je veux dire, sans attendre de réponse. Je me suis habituée comme un animal finit par s'habituer au silence de son maître, ou bien à l'abandon. Il s'habitue par peur de redevenir sauvage. Moi, je suis comme les autres. J'habite au Mont, dans le quartier des Roncerets. Je vis dans un petit appartement. Avant de travailler à la sécurité sociale, j'étais assistante sociale. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme assistante sociale dans un quartier difficile, comme on dit aujourd'hui. Entre nous, on disait la misère du monde. Où est-ce que tu travailles? À la misère du monde. Là-bas, il y avait des difficultés, mais c'était surtout la pauvreté. Mais qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Un jour pourtant, je n'ai pas pu y retourner. C'était l'hiver, un matin. Il faisait encore nuit, j'étais dans ma voiture, à un feu rouge. Je me souviens très bien de l'endroit, c'était en bas de la place des Jacobins, juste avant les tunnels. Mais quand le feu s'est mis au vert, je n'ai pas pu repartir. C'était impossible, j'ai éclaté en sanglots, c'était ça, impossible. Des types ont klaxonné et puis il y en a un qui est venu frapper à ma vitre, il criait, j'entendais ça dans ma tête.
Je l'entendais lui, et j'entendais aussi les klaxons en même temps. Je voyais le feu qui était redevenu vert, tout cela en même temps. Le monde était comme au ralenti autour de moi, mais je n'arrivais pas à répondre, ni au type, ni au feu vert. Mon corps ne voulait plus rien savoir. On aurait dit que ce monde autour de moi ne voulait plus entrer dans ma tête. Tout mon être était comme prisonnier dans une pierre. Je n'avais jamais pensé à ça avant. L'intérieur, l'extérieur. On croit toujours pouvoir passer de l'un à l'autre et que le monde autour se désagrège. On se dit que l'intimité, elle le recomposera, mais quand il n'y a plus d'intimité, quand c'est cela qui est détruit, alors il n'y a plus de monde possible non plus. C'est bien ça, ce que je ressentais dans ma voiture. Toute la misère du monde pouvait bien agoniser, le type pouvait bien frapper contre ma vie, hurler, les autres pouvaient bien klaxonner, moi je n'avais plus de monde, j'étais enfermée dans ma pierre, jusqu'au silence. À ce moment-là, je crois même que j'aurais pu tuer quelqu'un, juste pour pouvoir parler, ou bien sortir de moi-même. Depuis, je sais que la sauvagerie aussi peut être silencieuse. Hôpital, dépression, arrêt de travail, télévision, l'après-midi, courses livrées pour la semaine. Avec les médicaments, tout allait mieux, j'avais même plus besoin de m'habiller. Surtout, il n'était plus question de parler de la misère du monde. Le médecin avait dit que j'étais trop sensible. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est pouvoir partir, je veux dire, voyager vraiment, pas de façon organisée. Bah oui, j'aimerais bien. Est-ce que vous aussi, vous êtes renfermé dans votre pierre? Je cherche la maison d'André Guité. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes André Guité? Plusieurs fois déjà, j'ai fait tout le tour du village, mais votre maison est la seule qui soit ouverte. On ne laisse pas une porte ou une fenêtre ouverte si on ne veut pas que quelqu'un vienne vous parler. Personne ne fait cela. Quand on ne veut pas parler, on ferme sa porte. Et si quelqu'un vient, alors on s'assoit à même le sol entre le réfrigérateur et la table de la cuisine. Et puis on attend, en faisant surtout bien attention de ne pas faire de bruit, jusqu'à ce que l'autre s'en aille. Croyez-moi, je sais très bien faire ça aussi. Mais si on se tient debout derrière une fenêtre ouverte, en laissant l'autre deviner sa présence, c'est qu'on a malgré tout l'envie, même cachée, même secrète, de parler à quelqu'un, non? 1, 2, 3, soleil! En face de personne, vous verrez que d'ici peu, mourir deviendra un droit. Et celui ou celle qui ne s'en sera pas acquitté devra rester en vie, ou du moins vivre comme un indéterminé. Une sorte d'économiquement faible de l'âme. Et on ne saura plus si les gens sont vivants ou bien morts. Chacun disparaîtra au milieu de l'insensibilité des autres. Je vous le dis, moi, j'ai cette pensée forte dans ma tête, car je ressens en moi aussi cette fraternité, avant même toute reconnaissance, une fraternité instinctive, décisive, qui ne serait autre qu'une ligne tracée sur le sol, mais cette ligne-là, elle serait celle dessinée par la course d'un nuage. Elle serait alors l'envers de cette sauvagerie, du silence, un refuge où celui ou celle qui est perdu, quelle que soit sa forêt, quel que soit son abîme, elle tiendrait à distance. Just like a child. Just like a child. Dans la maison d'André Guité, resté résolument dans l'obscurité, parvient alors soudainement la violence d'un coup de feu. Le déchirement de la détonation assourdit tout ce qui l'entoure. Durant les quelques secondes qui suivent, l'intensité de l'instant emplit le ciel de toute sa largeur et de toute son immensité d'étoiles. Ce qui semblait harmonieux n'est plus alors qu'une bouche ouverte au-dessus du néant. Un ordre laissant sa place au chaos. Le cœur édenté de l'effroi. Mais par-delà le déchirement,
On entend aussi la voix de celui qui jusque-là était silencieux. On entend alors la pensée de toute disparition, et pendant quelques instants, l'effroi devient la conscience d'une pauvreté commune. On entend la voix d'André Guité dire « Je ne suis pas seul ». Je ne suis pas seul. La nuit recouvre le reste.